Raimondo est professeur à la VUB et co-responsable de l'Institut bruxellois de thermofluides et d'énergie propre. Il est spécialisé en biomasse, carburant renouvelable et en réseau de chaleur, et est également coordinateur du groupe de travail bioénergie de l'Alliance belge de recherche sur l'énergie. Merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Avec toi, on va parler aujourd'hui de mix énergétique, de bioressources et aussi de taxonomie. Mais avant de commencer, en fait, tu es un expert en thermodynamique, tu fais de la recherche comme moi en combustion. Est-ce que tu te sens jamais un peu dépassé aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Parfois, je suis un peu déprimé. Je pense que tout ça ne sert à rien et je pense arrêter bientôt la thermodynamique, effectivement. Non. Blague à part, comme moi, tu sais que la thermodynamique, c'est l'étude des systèmes énergétiques ou des systèmes en général et de leur échange d'énergie avec d'autres systèmes et l'environnement. Donc, je pense que la thermodynamique est toujours d'actualité. Il faut évidemment l'appliquer à des systèmes utiles et intéressants dans le contexte aujourd'hui, mais que la thermodynamique soit plus à jour ou plus utile, j'en doute très fort. Merci, tu m'as rassuré. Je voudrais en fait aller dans les vives de la discussion. On parle beaucoup de mix énergétique. Et moi, j'ai l'impression, quand on lit dans la presse, on a toujours cette sensation qu'on cherche une solution miracle. Tu vois pas un risque à avoir cette approche que les anglophones appellent one fits all? Tu vois plutôt pas intéressant une approche éclectique où on regarde à plusieurs possibilités? Oui, absolument. Je trouve que essayer de chercher la panacée pour résoudre le challenge de la transition énergétique, c'est très contre-productif parce que tout simplement, on n'y arrivera pas si on n'utilise pas toutes les technologies qui peuvent aider à faire cette transition. Et c'est aussi une citation du directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, qui dit ça. Sans utiliser tout ce qu'on peut, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est pas une question d'ego. Il ne faut pas mettre en compétition les technologies qui peuvent aider. Il faut les combiner. Donc, la question, c'est pas quelle est la technologie qui va gagner la course de la transition énergétique ou qui peut nous sauver. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs, électricité, chaleur, mobilité. Mais quel est le meilleur mix de technologies? À quel endroit? Pour faire quoi? Et quand? Parce que j'ajoute aussi cette dimension temporelle, parce qu'on parle de différentes technologies qui ont des maturités aujourd'hui qui sont différentes. Donc les technologies d'aujourd'hui qui sont disponibles, qui doivent être mises en œuvre, ne sont pas celles qui seront mises en œuvre en 2050 ou même en 2030. Et donc il faut prévoir une transition, c'est dans la transition énergétique, il faut prévoir comment est-ce qu'on va ordonner le développement de différentes technologies selon leur maturité pour arriver au mix parfait pendant la transition et puis le mix parfait au final. Donc il faut certainement pas mettre en compétition les technologies. Malheureusement, dans les débats, on l'entend beaucoup. Après, c'est surtout une question de financement, malheureusement. Les investissements ne sont pas infinis, donc il faut faire des choix. Donc tout le monde prêche un peu pour sa chapelle, mais parfois c'est un peu regrettable. Merci. Et parmi les ressources, on entend parler beaucoup d'hydrogène, mais aussi de bioressources. Ça, je sais que c'est une thématique, une de tes thématiques de recherche aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui des bioressources, de leur rôle dans le mix énergétique présent et futur, et aussi peut-être discuter un peu de leur durabilité? Oui, effectivement, tu as raison de le souligner. Pour les bioénergies et la biomasse en général, il y a cette discussion sur la temporalité, le développement dans le temps est encore plus important parce que ces technologies existent aujourd'hui, elles ont toujours existé. Donc il y a la biomasse d'aujourd'hui et il y aura la biomasse de demain. Et parfois, on a tendance à voir très fort les défauts qu'on connaît aujourd'hui sans imaginer qu'ils puissent être résolus. Et on compare ces technologies à d'autres technologies dont on ne connaît pas encore tous les défauts parce qu'elles sont très prometteuses, mais qu'elles viendront plus tard. Juste pour planter le décor, la biomasse aujourd'hui, c'est plus de la moitié de l'énergie renouvelable qu'on consomme en Europe. C'est encore plus dans le monde et en Belgique, c'est à peu près la moitié, 55-60%. Ça paraît surprenant parce qu'on parle beaucoup d'autres sources d'énergie renouvelables comme l'hydroélectricité, le vent, le soleil. La biomasse et la bioénergie jouent un rôle limité dans l'électricité, mais c'est la majeure partie de notre chaleur renouvelable, qui est aussi un énorme challenge pour la transition énergétique et qui a aussi un rôle à jouer dans la mobilité. Donc très clairement, ce rôle prépondérant de la biomasse aujourd'hui, il va évoluer. La biomasse en relatif va diminuer avec le temps. Les autres ressources vont boomer. L'hydroélectricité en Europe, plus beaucoup parce que le potentiel est déjà beaucoup exploité, on la connaît depuis longtemps. Mais donc, en relatif, la biomasse va diminuer.
Par contre, en absolu, elle va continuer à augmenter, ça tous les scénarios le prévoient, mais beaucoup moins que les autres énergies renouvelables. Donc elle aura une niche, un rôle à jouer, et donc je pense qu'effectivement, le futur de la biomasse, c'est d'évoluer vers l'utilisation actuelle, qui est parfois malheureusement dans le monde traditionnel, c'est-à-dire on utilise des vieux équipements qui ont des pauvres performances énergétiques et qui émettent beaucoup de polluants, vers une utilisation moderne de la biomasse, plus flexible et qui permet aussi de valoriser des ressources biologiques ou d'origine biologique qui sont avec une très faible valeur ajoutée, donc typiquement des résidus de la bio-industrie ou de l'économie circulaire ou alors des déchets carrément. Donc dans le futur, il faudra utiliser toutes ces ressources à faible valeur ajoutée pour produire de l'énergie de façon flexible, à la fois de la chaleur et l'électricité, pour soutenir par exemple le vent et l'électricité sur le réseau électrique. Donc pour résumer, la biomasse, comme toutes les autres technologies, a un rôle à jouer. Il faut juste trouver où est sa meilleure valeur ajoutée, sous quelle forme, quelle flexibilité, quel combustible. Merci. Je voudrais en fait aller sur une question liée à ce que tu viens de dire. Récemment, en fait, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à la taxonomie des énergies vertes. Et ça, c'est une proposition de la Commission européenne, notamment par rapport aux énergies nucléaires et au gaz. Et aussi, je voudrais avoir ton opinion sur le fait que tu n'as pas l'impression que revenir en arrière, ça génère aussi de la confusion dans l'opinion publique. Oui, donc sur la taxonomie européenne, évidemment, pour prendre un peu de hauteur, ce qu'on essaie de faire, c'est de tracer une ligne claire entre les investissements qui sont verts, pour résumer, et les investissements qui ne sont pas verts. Oui. Évidemment, sur certaines technologies, tout le monde est d'accord. Hein, le vent, le soleil, tout le monde s'accorde pour dire que c'est durable, etc. et qu'un investissement dans ces technologies peut être considéré comme un investissement durable. Il y a encore évidemment des questions sur la durabilité de ces technologies, en fonction de leur origine, etc. Mais bon, généralement, il n'y a pas de débat. De l'autre côté, on a le charbon, personne ne discute, personne ne demande que le charbon soit considéré comme vert. À chaque fois qu'on essaie de tracer une ligne claire quelque part, la discussion c'est à la frontière. Donc par exemple, le nucléaire, ça émet peu de CO2, mais c'est une ressource fossile, mais dont le prix n'intervient pas beaucoup dans le prix de l'électricité et qui est disponible un peu partout. Donc là, on est face à une technologie qui peut aider pour la transition énergétique, mais qui n'est pas la plus durable, disons, comparée au vent et au soleil par exemple. Et donc forcément, il y a des discussions. Et quand on parle du gaz, je pense que c'est aussi lié à ce qu'on a déjà discuté, c'est sur l'idée de la transition. Est-ce que, étant donné que le renouvelable n'est pas encore prêt à satisfaire tous nos besoins, qu'on veut se débarrasser du charbon et dans certains pays du nucléaire, est-ce que le gaz finalement n'est pas, en attendant, sous certaines conditions, un investissement acceptable pour la transition énergétique et donc on le met de quel côté de la ligne ? Je pense que la meilleure idée, ce serait peut-être de définir une zone grise ou alors, ce qui est l'idée pour l'instant, d'accepter certaines technologies sous conditions, évidemment. Mais bon, je ne vais pas me prononcer définitivement, mais effectivement, tu as raison, je pense que les discussions, les allers-retours sur certaines décisions créent de la confusion sur l'objectif de cette taxonomie. Je pense qu'il aurait été plus utile dès le départ de définir peut-être 3 espaces. Un espace no-go, un espace où tout le monde est d'accord et un espace temporaire où on accepte provisoirement des technologies. Pour revenir sur la biomasse, elle a aussi été sujet à débat, évidemment. Certains critiquent la durabilité de la biomasse. Qui en fait n'est pas garantie, hein, comme le vent et le soleil sont renouvelables, ils sont durables par essence. La biomasse, il faut s'assurer qu'elle est renouvelable, durable et que la ressource est bien utilisée. Donc ça demande des mécanismes de certification. Il y a beaucoup de discussions sur la manière dont ça doit se passer, quels sont les critères pour certifier une ressource de biomasse. Donc certaines parties dans la discussion considèrent que la biomasse ne devrait pas du tout être considérée comme durable. Mon opinion à moi, c'est que toute la biomasse n'est pas durable, mais il y a au moins une partie de la biomasse qui est durable, et donc il faut définir laquelle. Mais donc forcément, dans ces discussions sur la taxonomie, on revient aussi sur ces discussions sur la biomasse. Est-ce qu'elle est durable ? Est-ce qu'elle est utile pour une transition, ou est-ce qu'elle n'est pas du tout durable ? On retrouve la même question de cette zone grise, cette idée de transition, etc., dans laquelle je pense qu'il faut prendre du recul et surtout percevoir la nuance nécessaire dans la discussion. Merci beaucoup, Julien, pour nous avoir éclairé au sujet de certaines questions d'actualité relatives au mix énergétique et surtout pour avoir mis l'accent sur le fait qu'il faut de la flexibilité dans les technologies, mais aussi à comment nous approchons en fait, cette transition vers un futur durable. Merci. Avec grand plaisir, merci à toi. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Estelle Cantillon pour nous parler des trajectoires et des fonds d'investissement mis en place pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.